Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Que s'est-il passé dans l'actualité monégasque? Eh bien, vous allez le savoir dans ce journal. Les épreuves des Jeux méditerranéens à Oran ont débuté. Nous reviendrons sur la compétition, notamment au sport boule. Vous allez le voir, c'est une histoire de famille. Nous écouterons Simon Romoussin, responsable des projets digitaux de l'AS Monaco. Il faut savoir qu'en e-sport, l'ASM a remporté ce week-end le eFootball Championship Pro. Ce jeudi débutera le Jumping International de Monte-Carlo. Pour nous parler de cet événement, nous serons avec l'organisatrice du Jumping et présidente de la Fédération équestre de Monaco. Autre invité, Bernard D'Alessandri, le directeur du Yacht Club, nous présentera l'actualité de cet été entre le cocktail annuel, le Energy Solar Boat ou encore le camp d'été pour les plus jeunes. De la boxe pour calmer les nerfs, voici une nouvelle forme de thérapie organisée par le CHPG, un nouveau dispositif dédié à la jeunesse en mal-être. Plus d'explications dans un reportage à venir. Et enfin, coup de projecteur sur les petits chanteurs de Monaco, fondés en 1974. Depuis, ils parcourent le monde lors de tournées. Vous allez le découvrir. Après la crise sanitaire, il faut réapprendre à chanter sans masque. Prenons des nouvelles de la délégation monégasque aux Jeux méditerranéens. Les premiers résultats tombent pour les athlètes rouges et blancs. L'équipe de sport boule, actuellement en quart de finale, se distingue par ses performances, mais aussi par un petit plus inhabituel. Émilie Rousseau, vous êtes sur place à Oran. Qu'est-ce qui fait que la participation des Monégasques en pétanque est si particulière ? Eh bien tout simplement parce que l'équipe est composée de deux membres de la même famille, le père et le fils. Ils s'appellent Claude et Guillaume Campillo et vivent ensemble leur deuxième jeu méditerranéen. Alors est-ce que ce lien familial est un plus dans cette compétition où ils affrontent les meilleurs? C'est ce que nous avons voulu savoir. Le tirage au sort n'aura pas été clément pour les Monégasques. La doublette rouge et blanche a hérité de l'Espagne et de l'Italie pour son entrée en compétition au complexe Lofa d'Oran. Deux pays qui à eux deux cumulent les titres champion du monde ou champion d'Europe. Deux pays qui auront causé bien des soucis à Monaco. Si le score face à l'Espagne est sans appel, 13-1, Claude et Guillaume Campillo auront su faire douter l'Italie. Pourtant en tête à mi-parcours, les Monégasques se font avoir par l'expérience du duo transalpin. Défaite 13-12. Ils ont une dernière chance d'accéder au quart de finale, mais pour cela, il faudra battre la Turquie en repêchage. Les choses n'ont pas démarré comme prévu. Menées rapidement, on pense que l'aventure des Monégasques va s'arrêter là. Et pourtant. Au bout de 3 à 4 mènes, ils nous menaient 11-2. Donc on était presque à la rue. Et je ne sais pas, on a peut-être eu un déclic, on s'est sorti un peu les tripes et on les a remontés, on les a battus 13-12. C'est pour ça que les jeux, on les apprécie plus après une victoire qu'une défaite, qu'une contre-performance. Et ces jeux, Claude Campillo les apprécie doublement car il peut les vivre avec son fils, Guillaume. 13 ans après leur première participation aux Jeux méditerranéens de Pescara, ils revivent de nouveau ces émotions sportives ensemble. La relation elle se passe très bien, on est père et fils mais on est aussi deux potes parce que quand il y a des parties où c'est un peu tendu, on pense plus que c'est mon père, il y a le mot d'encouragement ou de sa part ou de moi. Moi c'est vrai que je suis un peu difficile à jouer parce que je râle pas mal, mais non, voilà, on a fait l'effort, j'ai fait l'effort, voilà, le moment où il était moins bien, j'ai essayé de tout faire pour qu'on s'en sorte et puis c'est super, ça s'est passé super bien. Et comme si son histoire n'était pas si surprenante que cela, en plus de vivre cette compétition avec son père, Guillaume Campillo partage cette aventure avec sa femme, Sabrina, engagée elle sur l'épreuve de tir de précision. Vous l'aurez donc compris, chez les Campillo, le sport boule est une affaire de famille. Et sachez qu'en tir de précision, l'aventure s'est arrêtée aux portes des demi-finales pour Guillaume Campillo. Et toujours dans l'actualité sportive de ce mardi, la SMFC a officialisé l'arrivée du milieu de terrain Takumi Minamino en provenance de Liverpool pour 15 millions d'euros pour une durée de 4 ans. Place à l'e-sport maintenant, toujours avec l'AS Monaco, avec la victoire ce week-end du eFootball Championship Pro, un tournoi international de grande envergure. Simon Romoussin, responsable des projets digitaux de l'AS Monaco, nous parle de ce succès. C'est la 3e couronne européenne en 4 ans pour l'AS Monaco, avec une année qui a été mouvementée avec un changement de joueurs, un changement de format de la compétition qui nous a amené un peu à retravailler, à redéfinir les objectifs avec le staff, avec les joueurs, avec le club. Et la finalité, c'est qu'on remporte cette 3e couronne européenne face au Bayern Munich en finale. Donc c'est un très grand accomplissement pour le club et pour les joueurs. L'équivalent dans le football, c'est la Ligue des Champions parce que c'est une compétition qui est composée entre 8 et 10 clubs européens
Pour vous donner une petite idée du tableau, en plus de l'AS Monaco, vous avez le Bayern Munich, Manchester United, Arsenal, la Juventus et Barcelone, plein de très gros clubs. Et on est sorti de la phase de poule en deuxième position. Et derrière, en quart de finale, nous avons battu Galatasaray, en demi l'AS Roma et en finale le grand Bayern Munich. C'est une progression, oui, parce que ça prouve le savoir-faire du club dans l'encadrement et le développement de jeunes talents en termes e-sport. Cette année, donc, l'eFootball Championship Pro se joue avec 3 joueurs. On a changé 2 des 3 joueurs. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai savoir-faire du club dans la manière d'accompagner les joueurs pour atteindre des objectifs qui sont bien précis, qui sera toujours de gagner. C'est dans l'ADN du club. Donc ça vient concrétiser tout ça. Et l'objectif, de toute façon, reste même pour l'AS Monaco sur les jeux de e-foot qui sont FIFA et les football pro, c'est d'être le numéro 1 européen sur ces jeux-là et d'être vu vraiment comme une référence sur la scène e-foot. Ce jeudi débutera le Jumping International de Monte-Carlo, une des étapes du Longines Global Champions Tour, une compétition de saut d'obstacles labellisée 5 étoiles. Pour nous parler de cet événement, nous sommes avec l'organisatrice du jumping et présidente de la Fédération équestre de Monaco, Diane Fisser. Bonsoir. Bonsoir. À 48 heures de l'événement, quelles sont les étapes qu'il reste à franchir? Où en est-on, par exemple, concernant le montage? Quand est-ce que les chevaux arriveront-ils? Où en est-on, tout simplement? Nous sommes à la fin du montage. Les chevaux arrivent en fin d'après-midi et ils seront tous dans les écuries demain en fin de matinée. Quels sont les temps forts qui vont rythmer le jumping du 30 juin au 2 juillet? Le jeudi, nous avons des épreuves nationales, je dirais. On commence tous les jours par des épreuves nationales. Ensuite, nous avons des épreuves du CSI 2 étoiles et ensuite les épreuves du CSI 5 étoiles. Et nous aurons par exemple le jeudi la première étape de la Global Champions League qui terminera aussi le vendredi avec la Pro-Am. La Pro-Am cette année, et c'est une nouveauté, c'est une charité en faveur de la MAD. Et nous aurons entre 12 et 14 équipes qui vont concourir sur cette épreuve ludique qui est parrainée par Charlotte Gaziaraghi. En chiffres, le jumping, ça représente combien de cavaliers, combien de chevaux, combien de personnes travaillent autour de cet événement? Écoutez, c'est énorme. Nous avons 240 chevaux, voilà, à peu près. Nous avons des équipes, c'est énorme, c'est à peu près 200 personnes, mais si vous voulez, elles ne sont pas toutes là au même moment, donc ça s'étale évidemment dans le temps. Mais je pense qu'il y a au moins 200 personnes qui travaillent sur l'événement. La principauté sera représentée également par des cavaliers ou pas? Oui, nous avons dans les petites épreuves nationales, nous avons pas mal de cavaliers de la principauté. Ce sont nos bébés. Et ensuite, nous avons des cavaliers qui vont concourir dans le 2 étoiles. Nous avons par exemple Eline Tomel, Dietlin Tomel, les 2 sœurs Alavena, Hilaria Soutera, les 2 sœurs Platini Valentine et Chiara, Amelia Blancs Clark, Inigo Lopez de la Osa, Anastasia Nielsen, Eva Rey, Roman Seré. Ce sont tous des cavaliers qui représentent Monaco aussi à l'international parce que parmi ceux-ci, certains vont partir au championnat d'Europe Children, Junior et Jeunes Cavaliers. Et enfin, globalement, avec votre expérience, quel regard vous portez sur cet événement? Quelle place occupe-t-il sur la scène internationale? C'est un rendez-vous incontournable, j'imagine. Bien, écoutez, à ce jour, nous pouvons dire que nous avons une place extrêmement importante au niveau international. C'est la raison pour laquelle cette année nous avons amélioré nos infrastructures. Nous avons fait un 2e paddock parce que notre leitmotiv c'est d'aller toujours plus haut et d'être les meilleurs en tout. Donc nous sommes obligés de suivre la cadence. Bien, le coup d'envoi de ce jumping international ce jeudi 30 juin. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Le bilan sanitaire hebdomadaire concernant la Covid-19, c'est avec vous Yannick de Bever. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Monaco, comme la France, subit un rebond épidémiologique. La semaine dernière, 196 nouveaux cas positifs ont été enregistrés, confirmant la hausse des contaminations sur ce mois de juin. Le taux d'incidence passe ainsi de 411 à 501.
Selon Santé publique France, les variants BA4 et BA5 Omicron seraient responsables de cette recrudescence. En Europe, les études ont démontré que ces variants seraient d'autant plus contaminants à cause de leurs effets cliniques plus longs et des cas asymptomatiques bien moins nombreux. C'est finalement un virus qui ne cesse de muter. Selon le professeur Antoine Flao, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé à la faculté de médecine de Genève, les variants BA4 et BA5 ont une plus grande affinité avec les cellules humaines et pourraient être aussi plus résistants aux anticorps par rapport aux précédents variants de la Covid-19. Comme c'est actuellement le cas au Portugal, une 4e dose de vaccin pourrait donc bientôt être proposée aux personnes les plus vulnérables. Nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici là. Entre son cocktail annuel, le Energy Solar Boat ou encore son camp d'été pour les enfants, il y a de l'actu du côté du Yacht Club et nous sommes avec son directeur Bernard d'Alessandri. Bonsoir. Bonsoir. L'été se met doucement en place et ce n'est pas pour autant que le Yacht Club est en vacances. Il y a plusieurs activités en vue, à commencer peut-être par le cocktail des membres en fin de semaine. Quelle importance revêt cette soirée pour le Yacht Club ? Ce cocktail il est important à plusieurs titres. D'abord parce que depuis 2 ans, il n'y avait pas de cocktail. Donc après la pandémie, on retrouve enfin l'occasion de se rassembler tous ensemble et de partager des moments agréables et puis aussi de partager des résultats sportifs qui sont intéressants. Dans plusieurs disciplines, vous savez que la voile, il y a plusieurs disciplines, mais on a d'abord Alexander Allen qui est en kitesurf et dans les 20 premiers mondiaux, ce qui est quand même bien pour nous. On a aussi des gens qui ont fait d'excellents résultats en laser master qui ont gagné et qui sont dans le top 10 et ça c'est vraiment très bien. Donc, pour être plus précis, c'est des gens qui ont plus de 40 ans et qui font du dériver. C'est très difficile, ce n'est pas un dériver facile. On a aussi des résultats que l'on espère à Oran aux Jeux méditerranéens avec Jérémy Moutou. Et puis on a Viola qui a été en Écosse et qui a remporté pas mal de victoires. Donc je crois que j'en oublie sûrement, mais je crois qu'on a vraiment un palmarès sportif dans pas mal de séries. Et puis on attend des manifestations ici à Monaco sur notre terrain de jeu. Autre actualité qui devient une tradition au Yacht Club, le Energy Solar Boat. Ça sera la 9e édition et ça se déroulera la semaine prochaine. Rappelez-nous ce qu'est cette manifestation. Elle a trouvé tout son sens quand on s'est aperçu qu'en 1904, il y avait un concours de canots automobiles. Et à l'époque, c'était les canots qui ont découvert le moteur à explosion. On essayait d'exploiter le plus possible les moteurs à explosion. Et plus d'un siècle après, on est encore dans la transition, on est encore d'une terre d'innovation, puisqu'on reçoit une trentaine d'universités de 20 pays différents et qui ont pour challenge de faire naviguer des bateaux, de faire des courses avec des bateaux qui ne produisent pas de CO2. Là aussi, c'est dans l'actualité du Yacht Club, le Summer Camp des enfants, avec des semaines d'activité autour de la mer au Yacht Club. Racontez-nous ça. D'abord, on s'adresse aux tout jeunes, c'est à partir de 7 ans. Et puis c'est un moyen, et pour certains c'est le premier contact avec la mer. C'est un moyen d'appréhender l'eau et tout ce qui se passe en mer. Alors, je ne dis pas qu'après ça, on soit un grand navigateur, mais après ça, on sait quand même, on a quelques rudiments de voile. Et puis, on a moins peur de l'eau et on sait jouer avec l'eau, dans l'eau et sur l'eau. Voilà. C'est toujours un moment très important dans la vie du club. On est absolument complet, il n'y a plus de place. Mais c'est un moment où tout le monde y prend beaucoup de plaisir, aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Et cette année, avec une innovation, puisqu'on ouvre aussi à Navicap, c'est-à-dire qu'on ouvre aussi avec des cours spécialisés pour les enfants qui souffrent d'un handicap et à qui on fait découvrir la mer et la navigation. Et pour finir, Twiga, le voilier amiral du Yacht Club, vient de gagner une compétition à Venise. Vous pouvez nous en dire plus ? Vous savez que Twiga, c'est un peu le bateau ambassadeur du Yacht Club. Et il a rempli sa mission en allant à Venise où il y avait traditionnellement un rassemblement de bateaux classiques. Et Twiga a gagné une course. Et puis c'est là aussi beaucoup de membres qui se retrouvent sur Twiga et qui partagent ensemble de moments inoubliables de navigation dans le Grand Canal, avec un défi qui s'est déroulé en face de la place Saint-Marc, dans le Grand Canal. Voilà une actualité qui a été et qui est chargée pour le Yacht Club. Bernard d'Alessandri, merci. Merci à vous.
Restons au Yacht Club qui a abrité ce mardi une nouvelle forme de thérapie liée à la boxe. C'est organisé par le CHPG depuis le mois de mars avec le soutien du CFM Indosuez dans le cadre de son programme philanthropique. Un nouveau dispositif dédié à la jeunesse en mal-être, pour l'heure en phase expérimentale. Quel est ce dispositif? Comment fonctionne-t-il? Les éléments de réponse dans ce reportage de Christina Tomel et Alexandra Marangoni. Son nom, Psychobox, un dispositif thérapeutique innovant face aux problématiques de violence chez les adolescents. Un programme qui s'adresse aux jeunes de 13 à 21 ans qui présentent des troubles du comportement et qui peuvent montrer parfois des signes d'agressivité envers autrui ou parfois même envers eux-mêmes. Différentes manifestations de violence, des violences retournées contre soi à travers les scarifications, des tentatives de suicide, des violences intrafamiliales qui ont explosé pendant ce confinement en France, y compris à Monaco. Cette auto-agressivité peut être bien analysée et contrôlée, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas améliorée par les séances de Psychobox, et puis également l'hétéro-agressivité, le passage à l'acte. Alors, on n'est pas dans de la violence de psychopathe, mais vraiment la colère et l'émotion très impulsive. 12 adolescents bénéficient actuellement de ces séances de Psychobox, des séances qui allient thérapie et sport et qui se déroulent au CHPG ou dans une salle spécialement dédiée au sein du Yacht Club et qui apportent un réel bénéfice aux jeunes patients. En fait, le jeune choisit la personne avec qui il veut psychoboxer. Bien sûr, il peut changer. Mais la troisième personne reste du coup en observateur et garant du temps, de la sécurité et du cadre. Donc ce qui se passe, c'est qu'on explique les règles pendant la première minute. Donc on s'accorde sur l'intensité de la frappe. C'est pas de la boxe éducative, on n'est pas là pour se faire mal. Dans les premières séances, je n'osais pas trop mettre les gants et je n'osais pas trop montrer que je pouvais être un peu plus agressive parce que j'avais peur. Mais au fil des séances, je me suis j'étais plus confortable et à l'aise. J'avais un gros problème avec la violence et me montrer un peu plus, me montrer ma colère ou montrer que je pouvais être inquiète et agressive aux autres. Et je pense que la Psychobox, elle a beaucoup aidé. Depuis le mois de mars, les enfants ont pu bénéficier d'une trentaine de séances de Psychobox et au vu du résultat et du succès escompté, le service de psychiatrie du CHPG souhaite pérenniser ce programme dans l'avenir au sein de l'équipe ado. Comme quoi il n'y a pas que la musique qui adoucit les mœurs, la boxe aussi. Le reste de l'actualité en bref, et on vous retrouve Yannick, vous allez nous emmener au nouveau musée national de Monaco. Ce jeudi 30 juin, la Villa Sauber du NM&M vous propose une nocturne autour de l'exposition Newton Riviera. L'entrée gratuite se fait à partir de 19 h. À 20 h, Paul Arden, historien de l'art, vous proposera une discussion autour de Helmut Newton. Et puis, la soirée se finira dans les jardins de la Villa avec la projection du long métrage de Gero Van Bum, Helmut Newton l'effronté. Informations et inscriptions sur public@nmnm.mc. On reste au nouveau musée national de Monaco avec ses visites guidées. Un médiateur sera présent pour accompagner les visiteurs du NM&M et ainsi répondre à toutes les curiosités. Tous les mardis à 12h30, samedi à 11 h et puis dimanche à 15 h. Les groupes à partir de 10 personnes peuvent également faire une visite guidée à tout moment sur rendez-vous. Coût du médiateur 6 € en plus de votre billet d'entrée. Et puis Yannick, la marque Monoikos 1297 commémore elle aussi le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. La maison d'artisanat de luxe monégasque propose sa ligne Prince Explorateur dans la collection événements. Des accessoires de mode pensés pour rendre hommage à ce qui faisait la grandeur du prince Albert Ier. Avec une base de bleu qui rappelle la mer, bougies malicieux en soie paréo et draps de bain 100% coton sont édités en série limitée. Restons dans la tradition. Fondés en 1974 au sein de la maîtrise de la cathédrale, les Petits Chanteurs de Monaco contribuent au rayonnement artistique et spirituel de la principauté. Ils sont composés de jeunes garçons qui possèdent tous un talent certain pour le chant. De nouvelles voix sont d'ailleurs sur le point d'intégrer cette chorale. Julia Vial et Jean-Alexandre Dordet ont assisté aux répétitions de ces petits chanteurs. La légende raconte que le prince Régnier III disait des Petits Chanteurs de Monaco qu'ils avaient un rossignol dans la voix.
À l'heure du retour à une vie normale, les auditions ont repris à la cathédrale pour recruter une nouvelle génération de petits chanteurs. Par voie de presse, de communication, on fait savoir que chaque année à cette période le recrutement est ouvert et il y a des petits candidats qui se manifestent, qui viennent tenter leur chance en audition. Ce sont des enfants à peu près de 9-10 ans, c'est bien pour commencer parce qu'il faut avoir une certaine autonomie, notamment pour les tournées de concert et stages à l'étranger. Les petits chanteurs de Monaco ont la lourde tâche de représenter la principauté dans le monde entier lors de grandes tournées ou de stages de perfectionnement. Cet été, direction l'Autriche. Là, nous allons repartir en Autriche. Nous allons chaque année, en général l'hiver, pour faire un intense stage de travail musical à Salzbourg et à Vienne. Pendant 2 années, nous avons dû renoncer à ce stage très important. Maintenant, les enfants sont enfin libérés du port du masque. Il faut savoir que pour un chanteur, pendant 2 ans, devoir chanter avec un masque sur la figure, c'est une horreur. Et il va falloir travailler pour leur réapprendre à nouveau à projeter le son. Ces déplacements à l'étranger apportent beaucoup aux petits chanteurs, notamment pour acquérir une certaine autonomie. On découvre le monde avec les petits chanteurs, on va dans des endroits que moi, par exemple, en Angleterre, je suis partie en Angleterre, je suis allée dans des endroits que je ne connaissais pas du tout et j'ai permis aussi à voyager tout seul, sans mes parents, à me gérer tout seul. La 14e tournée internationale des petits chanteurs prévue aux États-Unis est reportée depuis maintenant 3 ans. Elle devrait enfin avoir lieu l'année prochaine. Espérons-le sans masque. C'est le moment des prévisions météo avec des améliorations pour demain, Yannick. Ce mercredi, quelques nuages persisteront dans le ciel monégasque, mais il devrait faire globalement beau. Le thermomètre variera entre 21 et 26, alors que la mer stagne à 24 degrés. Ce mercredi 29 juin, Saint-Pierre et Saint-Paul sont célébrés en même temps. Bonne fête aux Pierre, Paul, quant aux Jacques, on les fêtera le 25 juillet. Le soleil sera donc de retour, l'occasion par exemple d'aller prendre pourquoi pas une glace pour le goûter, ou pour quand vous voulez en fait, ça ne me regarde pas. Ce sont en tout cas les photos du jour et elles sont signées Michael Allez-y. Et si on se retrouvait nous demain, même heure, pour une nouvelle édition. En attendant, passez une excellente soirée. Au revoir.